Voilà, donc Alsace Family Office, donc filiale de groupe Cofimé. L'idée, c'était de vous présenter le contexte économique actuel sur 2022, puisqu'on a un certain nombre de clients déjà investis ou de potentiels clients intéressés qui ont de la trésorerie, que ce soit à titre personnel ou de la trésorerie d'entreprise, et qui, compte tenu du contexte, nous posent énormément de questions, ce qui est bien légitime. Donc, on va faire un petit état des lieux sur le contexte financier, les événements actuels que vous avez sûrement déjà dû entendre parler ces derniers temps dans les médias, et ensuite, voilà, on va dérouler la présentation en l'espèce. Donc, on a défini en fait 3 grands points qui expliquent la situation actuelle. Le premier point que vous connaissez tous et que vous avez tous vécu, c'est le Covid. Tout simplement puisque, en fait, suite à ce qui s'est passé d'un point de vue sanitaire, il y a eu des conséquences d'un point de vue politique et économique. Politiquement, économiquement, c'est quoi? C'est les États dans le monde entier qui ont soutenu les économies en faisant appel de manière assez massive à de la dette. Donc, concrètement, en France, on a appelé ça le « quoi qu'il en coûte ». Et cette levée de dette considérable a apporté un flux de cash dans l'économie qui est juste incroyable. En parallèle, vous avez certaines politiques de confinement dans les États qui viennent de se terminer, comme par exemple en Chine récemment au mois de mai. Et dernier point assez majeur en Europe, c'est le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, qui a eu un impact déjà politique énorme et économique aussi. Ces événements-là ont eu pour impact un retour de l'inflation qu'on n'avait pas connue depuis 30-40 ans. C'est une inflation qui est assez importante, qui est vraiment en place depuis quelques mois. Mais par contre, on peut se poser une vraie question, c'est est-ce qu'elle est contrôlée? Il y a des outils, les États, les banques centrales ont des outils. Est-ce qu'ils s'en servent? On va essayer d'y répondre un petit peu plus tard. Par rapport à cette inflation, vous savez certainement que quand vous déposez de l'argent sur un livret ou sur un compte qui est rémunéré 1 ou 0,75, avec une inflation comme celle de l'Europe au mois de mai de 8,1%, et ben, si vous laissez votre épargne sur des placements dits sans risque en banque ou sur du fonds euro, à 4 ans, on est à une perte du fait de l'érosion de l'argent de 30%. C'est pas négligeable, et ça, c'est quand on part du principe qu'on veut ne rien faire et qu'on préfère attendre. Donc pour nous, c'est une certitude de perte de ne rien faire sur son épargne et de la laisser soit en fonds en euros, soit sur un livret A, soit sur du monétaire. La troisième grande phase de ce contexte financier, c'est l'intervention des banques centrales. C'est elles qui décident des taux d'intérêt, et donc c'est elles qui décident des coûts au niveau des actifs dans le monde. Donc forcément, quand les banques centrales interviennent, ça fait bouger les lignes en termes des coûts des actifs, qu'ils soient financiers ou même des actifs. Donc, sur les taux d'emprunt d'État et sur l'impact de l'inflation, vous avez ce slide depuis les années 1950, où vous voyez que depuis 40 ans, depuis les années 80, vous avez une baisse continue des taux d'emprunt, qu'ils soient français ou US, et du coup aussi une inflation. Et c'est là où vous vous rendez compte que l'inflation, c'est un sujet qu'on n'a pas connu depuis un certain nombre d'années. Et nous, concrètement, on se retrouve là où il y a la flèche. Donc, sur une remontée des taux, sur une remontée de l'inflation, et encore, on se retrouve un petit peu plus haut puisque la France a déjà relevé ses taux. Donc, on n'est pas vraiment proche de zéro, on est déjà au-delà. Mais là, maintenant, on attend la politique de la Banque centrale européenne pour savoir ce qu'il en est. Tu peux avancer la slide? Tout à fait, pardon. Tout à fait. Pardon. Voilà. Du coup, l'idée, c'était d'intervenir à double titre, hein, donc le cabinet Alsace Family Office, mais également Groupe 15, qui est la société par laquelle les contrats d'assurance vie et les contrats d'épargne des clients sont gérés. Donc, Groupe 15 est conseiller en investissement financier. C'est un statut légal et réglementaire. Le gérant est donc Christophe Brochard, qui est présent parmi nous, qui enseigne donc à la faculté de droit de Strasbourg et qui intervient aussi sur d'autres formations des mandataires judiciaires à Strasbourg. Donc l'idée, c'est de faire une intervention à double sens avec un certain nombre de questions qui puissent répondre à vos interrogations aussi à titre personnel. Donc on y va pour les questions. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, l'inflation est revenue de manière assez brutale ces derniers temps. L'idée maintenant, c'est de vous l'expliquer, puisqu'on
c'est qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle est là, comment est-ce qu'elle a pu apparaître et d'où provient-elle, quels ont été les facteurs d'arrivée de l'inflation. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Si vous avez des réponses dans le chat, n'hésitez pas. Voilà, si ça va, super, très bien, parfait. Mais oui, effectivement, hein, comme tu le disais très bien, Dorothée, on est en train de vivre une période historique, au niveau économique au moins, d'ailleurs, probablement pas seulement, où effectivement l'inflation, qui était une problématique qui n'existait plus ou qui était disparaissante, si vous voulez, de façon permanente depuis 40 ans, depuis le début des années 80, comme tu l'as très bien dit, est en train de réapparaître et de façon très forte et assez brutale pour tout dire, ou en tout cas pour les gens qui n'ont pas vu venir, effectivement, c'est une surprise. Ça c'est vraiment l'événement majeur en fait. Hein. Finalement, c'est probablement l'événement le plus important au niveau économique. Et d'où elle vient? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours qui incriminent en partie à raison les sanctions économiques qui sont prises contre la Russie, hein, qui ont effectivement des effets inflationnistes. On va en parler. Mais si vous regardez effectivement de façon un peu plus large ce qui se passe, en fait, en réalité, ces problématiques étaient déjà là avant l'opération militaire russe en Ukraine. Ça fait déjà, en fait, ça se prépare effectivement depuis à peu près 2 ans au moins. Le retour de l'inflation, on pouvait le voir venir depuis comme tu le disais très bien tout à l'heure, depuis le début des opérations du Covid. En fait, ce qui est assez particulier dans cette inflation, dans ce retour de l'inflation, c'est qu'effectivement, il est le résultat d'un certain nombre de décisions politiques. C'est pas tellement l'économie elle-même qui d'elle-même génère cette inflation, c'est plus des décisions politiques, alors de plusieurs ordres, hein, on va en parler, mais c'est plus des décisions, un faisceau en fait de décisions politiques qui en fait ont amené des situations une situation où effectivement l'inflation réapparaît très 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 brutalement. Et donc en fait pour aller à l'essentiel sur les principales causes, hein, de cette... Vous savez, l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation, hein, c'est la hausse généralisée des prix. D'accord. C'est-à-dire, c'est le moment où tous les prix augmentent, ou presque tous les prix augmentent. Hein. Et ça, c'est en train d'arriver effectivement, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. C'est en train d'arriver à peu près partout dans le monde, pas au même niveau, hein, mais ça arrive partout dans le monde de façon synchrone, en même temps. Voilà. Pourquoi? Donc pourquoi? Pourquoi en fait, il y a plusieurs raisons. D'ordinaire, l'inflation, vous savez, les prix, c'est le résultat d'un marché. Vous avez des acheteurs qui souhaitent acheter des produits qui sont offerts par une offre. Vous voyez, une demande qui a vu acheter des produits qui sont offerts par une offre. Voilà. Et en fait, il y a traditionnellement, on vous explique dans les livres d'économie, c'était il y a longtemps, il y a 2 causes possibles de l'inflation. Soit vous avez ce qu'on appelle un choc de demande. C'est-à-dire que vous avez une demande qui, pour une raison ou pour une autre, est très solvabilisée, peut consommer beaucoup plus qu'avant. D'accord. Et donc, elle peut consommer beaucoup plus, et donc il n'y a pas assez d'offres. Les entreprises ne sont pas capables de délivrer assez de produits, si vous voulez, pour la demande qui souhaite acheter ces produits. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, les prix augmentent. Hein, pour équilibrer les marchés. Hein, c'est la loi logique des marchés. Donc c'est ce qu'on appelle un choc de demande, quand la demande est très solvabilisée. L'autre scénario qui crée de l'inflation, c'est ce qu'on appelle des chocs d'offres. C'est-à-dire, vous avez une demande qui souhaite acheter un produit X et une offre qui est capable d'en produire tant, et pour des raisons X ou Y, par exemple, vous avez l'offre qui n'est plus capable de produire assez de produits, vous voyez, pour satisfaire la demande. Et donc, dans ce cas-là aussi, vous voyez, si vous avez moins de pommes à acheter, vous voyez, eh bien, les demandeurs, comme ils les veulent absolument, sont prêts à payer plus cher et les prix vont augmenter pour ajuster le marché. Hein. D'accord. Donc, on a en général soit un choc d'offres, soit un choc de demande. Il se trouve qu'en ce moment, on a les deux en même temps. D'accord, on a exactement les deux en même temps, c'est qu'on a à la fois une demande, je vais vous dire pourquoi, qui est hautement solvabilisée, qui est très assoiffée de consommation, si vous voulez, et d'autre part, on a en même temps un choc d'offres. Donc effectivement, on a des hausses d'inflation qui sont particulièrement brutales aujourd'hui. En gros, si vous regardez les inflations corps, on est à 8% aux États-Unis, un peu plus que 8% aux États-Unis, à peu près la même chose en Europe, ça varie un peu d'un pays à l'autre. Hein. Et puis si vous regardez des sous-parties des chiffres de l'inflation, notamment par exemple les hausses de coûts à la production en Allemagne notamment, hein, qui est un grand pays industriel, c'est plus de 20% hein, sur un an de hausse des coûts. Donc c'est très compliqué pour les entreprises. Et donc voilà. Donc en fait voilà, retenez ça en tout cas qu'il y a soit un choc d'offres, soit un choc de demande. Et nous aujourd'hui, ce qu'on a, c'est les deux. D'accord. C'est pour ça que c'est très brutal et que le mouvement inflationniste est très important.
D'où vient cette inflation? En fait, effectivement, elle vient, comme je vous le disais, en fait, elle est exogène. Elle n'est pas tellement due à l'économie en elle-même, qui pourrait très bien tourner si on la laissait tourner, si vous voulez. Malheureusement, c'est pas ce qu'ont décidé nos politiques au niveau mondial, au niveau global. Il y a trois grandes causes, si vous voulez, à cette inflation. La première, la plus ancienne, effectivement, comme tu le disais très bien, Dorothée, ce sont les politiques sanitaires, les politiques budgétaires plutôt mises en place suite aux politiques sanitaires à partir de 2020. À partir de 2020, vous vous souvenez, on a eu le Covid qui a entraîné la mise en place de politiques sanitaires qui ont entraîné des décisions historiques, où des pays entiers ont fermé et où les États ont payé tout le monde, en tout cas ceux qui avaient fermé, à travailler à ne rien faire. Donc tout ça, ça s'ajoute à la dette des pays. Et si vous voulez, il y a eu des masses d'argent. Il y a eu la même chose aux États-Unis, partout dans le monde, presque partout dans le monde. Et il y a eu des masses d'argent distribuées qui sont phénoménales. Mais phénoménal. L'argent distribué directement dans la poche du consommateur américain depuis 2 ans, c'est plus de 10% du PIB des États-Unis. C'est juste absolument énorme. D'accord? Ça s'est accompagné d'une création monétaire qui était déjà très excessive avant le Covid. Alors pendant le Covid, c'était complètement fou la création monétaire. Et pour vous dire, en 2 ans, la masse monétaire en dollars aux États-Unis a augmenté de près de 40% en 2 ans. Donc c'est phénoménal, on n'a jamais vu ça. Voilà. Donc tout cet argent distribué, si vous voulez, est venu dans les poches des acteurs économiques et qui, souvent, en raison des confinements ou de ce genre de blocage, ne pouvaient pas tellement consommer, ne pouvaient pas tellement utiliser cet argent. Et donc voilà, la consommation restait à peu près maîtrisée, si vous voulez, mais il y avait toutes ces réserves d'argent. Voilà. Et là, maintenant, effectivement, depuis que les pays rouvrent, et en réalité, nous, l'inflation, on la voit déjà depuis février l'année dernière, mais depuis que les pays rouvrent progressivement, que l'activité économique a l'air de reprendre, même si c'est très inégal, eh bien, on voit effectivement la consommation qui repart, les gens qui consomment et qui se remettent à consommer. Et effectivement, c'est une consommation très importante et ça crée de l'inflation. L'inflation sur les matières premières, on la voit déjà l'année dernière, on la voit déjà depuis 2020 en réalité, si on regarde bien. Mais c'est vrai que là, maintenant, elle est très accélérée. Mais elle était déjà là avant, en fait. D'accord ? Donc, première cause, c'est effectivement, c'est ça le choc de demande, c'est-à-dire en fait le fait que les consommateurs, les agents économiques, en gros, ont bénéficié de l'argent distribué sans compter par l'État, par les États dans le monde entier. Et aujourd'hui, ils se mettent à le dépenser et donc forcément, ça fait un choc de demande. Ça crée à soi tout seul, ça devrait créer de l'inflation à soi tout seul. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est qu'il y a eu les politiques sanitaires pendant ces 2 années, et ça continue, ça va continuer, même si là, on a un petit répit depuis quelques semaines, mais des politiques de confinement, si vous voulez, de différents pays. Des fois, c'est tel pays qui ferme tout, d'autres pays, etc. Et ces politiques de confinement ont créé d'énormes ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Vous voyez, et ces ruptures dans les chaînes d'approvisionnement fait qu'on a beaucoup de mal à se livrer. Je pense que vous le voyez tous aujourd'hui, mais il suffit d'aller dans un magasin, vous voyez, n'importe où, même ici, en tant que consommateur, on voit très vite, en tout cas très souvent, que les magasins vivent un peu sur leur stock aujourd'hui très souvent et ont du mal à commander de nouveaux produits parce que jusqu'à il y a une vingtaine de jours, la Chine avait confiné totalement Shanghai et Pékin, les deux plus grosses villes chinoises, avec les ports qui sont affiliés à ça. Donc vous avez le fret qui est complètement bloqué, comme la Chine livre à peu près tout ce qu'il y a dans le monde et que tout était bloqué là-bas. Forcément, si vous voulez, on n'arrive plus à trouver le produit. Et donc là, vous avez, donc suite du fait de ces blocages, vous avez ce qu'on appelle un choc d'offres, c'est-à-dire que en fait, il n'y a plus assez de produits. En fait, il y a moins de produits qu'avant, alors qu'il y a une demande qui est plus solvable. D'accord ? Donc là, vous avez déjà première explication du choc d'offres et du choc de demande. D'accord ? Et il faut rajouter un dernier élément qui est très important. C'est effectivement, ce sont les décisions liées à décisions notamment de la Commission européenne et d'autres pays développés, liées en fait à des objectifs de transition climatique, écologique ou ce genre de choses qui en fait ont fait que en fait, aujourd'hui, c'est plus possible d'investir sur le pétrole, sur le gaz. C'est très difficile d'ouvrir des puits de pétrole aujourd'hui où il faut investir 4 fois plus qu'auparavant, donc c'est pas rentable et donc les sociétés ne le font pas. En plus, il y a plein de pressions politiques pour empêcher qu'on fasse ça, pour passer à du vert, à des énergies vertes, à des éoliennes, à de l'énergie solaire, etc. Voilà. Et donc, on était déjà avant l'opération en Ukraine, on est en sous-investissement massif depuis 4 ans.
sur tout ce qui est énergie classique, énergie fossile, qui fonctionne bien. Oui, voilà. Et là, par exemple, on a eu un hiver qui s'est éternisé dans certaines zones du monde. Là, cet hiver, le dernier hiver, il n'y a pas eu assez de vent, et donc on s'aperçoit qu'on n'arrive pas du tout à produire ce qu'il faut avec les éoliennes, et on ne peut plus avoir non plus de pétrole, puisqu'on a de moins en moins. Donc je parle de tout ça déjà bien avant la crise ukrainienne. Hein. La crise ukrainienne aggrave ça, évidemment. Mais en fait, déjà avant, on avait ce problème-là, on avait ce problème il y avait une raréfaction du pétrole, on en a de moins en moins, ces sociétés n'arrivent plus à se financer, les banques refusent de financer des transactions sur le pétrole, etc., parce qu'on veut changer effectivement de façon assez brutale, on verra si c'est utile, mais on veut passer à de l'économie verte, on veut plus de nucléaire, plus de pétrole, voilà. Et effectivement, il y a des sous-investissements dans ces énergies classiques et qui en fait font que les prix augmentent. Et en fait, les besoins, par contre, sont vraiment là. Et aujourd'hui, les énergies alternatives ne sont pas du tout capables de remplacer durablement les anciennes énergies. Et donc ça a expliqué effectivement déjà une hausse du pétrole, une hausse de toutes les énergies d'ailleurs, déjà depuis 1 an et demi, 2 ans, si vous voulez. Hein. Alors, c'était pas aussi brutal qu'aujourd'hui, mais c'était déjà complètement en route. Hein. Et vous avez aussi la même chose sur les matières premières agricoles, parce que le pétrole monte, en fait tout monte aujourd'hui, hein, mais même les matières premières agricoles. Alors aujourd'hui, on vous explique que c'est l'opération russe. C'est vrai que ça a aggravé les sanctions prises par l'OTAN ont aggravé les choses, mais si vous regardez, aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que des producteurs de maïs, par exemple, dans le monde entier, s'ils doivent vendre leur maïs sur un marché pour nourrir des êtres humains ou des animaux, vous savez, pour l'élevage, hein, on utilise beaucoup le maïs pour ça, ils ont des standards, des exigences pour cultiver leur maïs qui sont plus élevés que s'ils vendent leur maïs pour faire de l'éthanol, vous savez, la nouvelle essence qui doit remplacer l'essence, c'est plus élevé. Donc eux, ils ont des coûts de production plus élevés parce qu'ils ont des standards de qualité plus importants sur le maïs, par exemple. Et donc vous avez, depuis plusieurs années déjà, la plupart des producteurs de maïs et de différentes matières premières agricoles qui, au lieu de les donner pour l'alimentation, préfèrent en fait produire à moins cher et ils les vendent pour faire de l'éthanol notamment et de l'énergie verte. Et donc tout ça fait qu'en fait, à la fin, il n'y a plus de matières premières, il n'y a plus de production agricole pour l'alimentation. Et vous avez effectivement, comme il n'y en a plus beaucoup et qu'il y a toujours autant de demandes, vous avez les prix qui montent pareil, et vous avez une hausse des prix absolument majeure qui est en train de devenir terrible. Hein, il y a des famines qui sont en train d'arriver vraiment dans plein de pays pauvres aujourd'hui. Hein. Il y a des émeutes en Équateur, vraiment, c'est terrible. Et là, vous avez une hausse faramineuse, effectivement, des produits, les prix des produits céréaliers, voilà, c'est ça. Alors de toutes les matières premières, vous voyez, de tout. Tu peux peut-être montrer la slide juste après qui l'illustre. Tout à fait, voilà. Donc là, vous avez en fait un schéma relativement récent. Alors, c'est sur les grandes catégories, hein, mais ça vous donne une idée de ce qui se passe. Alors, ça a l'air assez plat. C'est l'inflation, en fait, sur les différentes grandes catégories de matières premières. Hein. Alors, regardez bien l'échelle parce que ça a l'air assez plat, mais en fait, c'est assez vertigineux. Vous avez, par exemple, l'énergie qui est en gris. Si vous voulez, l'énergie, c'est une hausse vous voyez, on est passé de 100 à 200, donc c'est une hausse de près de 100%, si vous voulez. Qui a commencé en réalité, alors il y a eu la crise du Covid, c'est pour ça qu'elle est très basse en 2020, vous voyez, mais en 2 ans, même avec la baisse du Covid, elle a gagné 100%, si vous voulez, par rapport à ce qu'étaient les prix de l'énergie avant le Covid. Si on compte au 18 mars 2020, c'est-à-dire en bas, si vous voyez votre courbe, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez ma souris ou pas là ? Oui, c'est bon. Okay. À ce niveau-là, c'était l'effondrement des prix à cause du déconfinement. Puis après, on a rouvert, donc c'est remonté. Mais si vous prenez à partir de cet endroit-là, effectivement, c'est une hausse. Vous voyez, on était à 30 dans l'indice, hein, c'est un indice. Donc, on était à une valeur de 30, on est passé à une indice de 200. Quoi. Donc, c'est fois 600, 700%, d'accord, en 2 ans. Vous voyez, voilà. Et vous voyez que c'est relativement constant. Alors, ça s'accélère à la fin, effectivement, dans 2022 à cause de l'Ukraine. Mais en fait, ça a déjà commencé avant la problématique. Hein. C'est pareil pour les métaux précieux un peu moins, hein, pour plein de raisons, parce que voilà. Et vous avez les produits agricoles, par exemple, pareil, c'est parmi les plus fortes inflations. Et vous voyez, pareil, que on est passé de 100 à 200. Là, on est rebaissé un petit peu à la fin, là, vous voyez, en vert. Voilà. Donc, c'est des hausses très très fortes qui créent des déséquilibres absolument partout, en fait, hein, et ça change vraiment beaucoup de choses sur tout. Et après, ce qui s'est passé pour parler de l'opération ukrainienne, effectivement, c'est que on n'avait pas besoin de ça, mais voilà, ça arrive en plus. Il y a
l'intervention militaire russe dans le Donbass qui est arrivée qui s'est décidée dans la nuit du 23 au 24 février cette année. Et suite à ça, donc c'était une guerre normalement qui devait être complètement locale pour des problématiques locales qui regardent que l'Ukraine, qui n'est pas qui est un petit pays, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'Ukraine produit tout le blé du monde, toute l'huile du monde, et que c'est à cause de ça que tout augmente et qu'il n'y a plus rien dans les supermarchés. On s'aperçoit que l'Ukraine produit tout. Vous voyez, bon, c'est pas le cas du tout. C'est un important producteur agricole assez important qui produit 2,5% du blé mondial, par exemple. Mais c'est pas massif en soi. Si la guerre ukrainienne était restée, entre guillemets, une guerre ukrainienne, il n'y aurait pas eu de conséquences au-delà de ça. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est que suite à cette opération spéciale, l'OTAN, si vous voulez, s'est mise derrière l'Ukraine et a commencé à prendre, donc l'OTAN, c'est les États-Unis, l'Europe notamment, hein, et l'Australie, et se sont mis à prendre des sanctions économiques de plus en plus brutale et en fait à faire ce à quoi on continue d'assister aujourd'hui, c'est-à-dire une nouvelle politique d'endiguement. En fait, l'idée pour eux, c'est d'isoler complètement la Russie, tout ce qui est russe, les enfants, les femmes, vous voyez, pas seulement les exportations, hein, mais de faire une coupure, y compris culturelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des chefs d'orchestre en France qui se font virer parce qu'ils ont des noms russes, etc. Enfin bref, donc ils veulent faire vraiment une coupure à la fois, et pas seulement économique, mais économique aussi, couper les échanges et culturels. Voilà. Et naturellement, toutes ces interdictions d'exporter certains produits, des produits russes en Europe, etc. Ça fait qu'effectivement, ça accroît en fait l'inflation, si vous voulez. Hein. Ça accroît l'inflation sur le pétrole, ça accroît l'inflation sur tous ces sujets. Ça marche ? Et donc voilà, donc les trois grandes causes en fait, elles sont toutes politiques, ou des conséquences de politique en tout cas. Hein, c'est l'injection d'argent sans aucune limite suite au Covid, les politiques climatiques, écologiques, etc., de remplacement qui sont extrêmement inflationnistes, et ça, on n'a pas fini de les voir. Donc c'est pour ça que cette inflation, pour nous, va durer. Même si la guerre ukrainienne s'arrête, l'inflation, elle, va vraiment... C'est structurel tant qu'on reste dans ces politiques-là. Hein. Et effectivement, naturellement, les sanctions européennes contre la Russie ont aggravé en fait et accéléré tous ces phénomènes-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se les prend un peu dans la figure, mais c'était déjà en fait en cours depuis. Donc la seconde question, c'était par rapport aux États européens qui lèvent énormément d'argent depuis 2012, donc en vue de soutenir l'économie et qui créent massivement de la monnaie. L'arrivée de l'inflation change-t-elle la donne ? Exactement. En fait, alors ça, on est dans les conséquences en fait de ce retour de l'inflation. Effectivement, depuis la crise de Lehman Brothers et puis même avant, si vous voulez, vous aviez des taux qui baissaient sans cesse et vous aviez et comme les taux baissaient, il n'y avait pas d'inflation, hein, donc là, ça accompagne l'inflation les taux, hein, donc ça baissait aussi et comme l'inflation n'était pas là, on pouvait créer de la monnaie comme on voulait. Vous voyez, la seule limite à la création monétaire, c'est l'inflation. Vous pouvez créer autant de monnaie que vous voulez. Vous voyez, dans un pays, le seul problème, c'est que si vous créez trop de monnaie dans un pays, sachant qu'il n'y a pas plus de richesse, hein, à un moment donné, cette monnaie, comme il y a trop de monnaie et pas plus de richesse, les prix vont augmenter et vous créez de l'inflation. Ça, c'est le phénomène normal. C'est ce qu'on connaissait en économie. C'est Milton Friedman. Voilà. Et effectivement, ça fait depuis 20 ans à peu près, vous voyez, depuis une quinzaine d'années au moins, qu'on s'aperçoit que, et depuis les Lehman Brothers en particulier, 2008, hein, que les banques centrales du monde entier ont injecté des sommes absolument astronomiques. Alors, par rapport à ce qu'on injecte aujourd'hui, on trouve ça ridicule aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était déjà complètement dingue, hein, ce qu'a injecté la Fed pour sauver les banques, etc. Ce qu'a injecté la Banque centrale européenne, c'était absolument monstrueux, suite à la crise de 2008. Hein, et on voyait qu'ils injectaient de l'argent, mais l'inflation ne revenait pas, donc c'était super, c'était la fête, on pouvait continuer à injecter de l'argent. Et on est arrivé jusqu'à un moment où les taux d'intérêt étaient négatifs, tellement l'argent valait plus rien, et comme il n'y avait pas d'inflation, c'était pas un problème, on pouvait continuer à créer de la monnaie, les banques centrales ont continué à créer de la monnaie, ce qui a permis aux États de s'endetter, de distribuer de l'argent à tout va, de s'endetter à tout va, de s'endetter sans problème. Voilà. Et là, effectivement, il semblerait que ça soit la fin de la fête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de l'inflation, parce qu'elle est bien revenue là, à partir du moment où vous avez de l'inflation, vous ne pouvez plus continuer à injecter de l'argent, parce que si vous créez encore de l'argent alors qu'il y a déjà de l'inflation, l'inflation va encore accélérer. Et une inflation, c'est un poison très dangereux pour une économie, si elle n'est pas contrôlée, hein, comme tu disais. Un peu d'inflation, c'est très bien, beaucoup d'inflation, c'est absolument catastrophique. Et donc effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les banques centrales sont obligées de remonter leur taux d'intérêt déjà, parce qu'elles ont pris un retard énorme sur l'inflation. Hein. Regardez si vous regardez normalement les rendements de vos livrets ou des comptes sans risque doivent normalement suivre à peu près le niveau de l'inflation, comme les taux directeurs des banques centrales. Aujourd'hui, les taux de la Banque centrale européenne sont depuis pas longtemps à 0,50%, l'inflation est à 8%. Donc il faut que ça rejoigne.
Vous voyez, il faut que et si les taux remontent, vous allez avoir les taux de crédit qui vont augmenter. Donc l'immobilier, ça va être très compliqué parce que les crédits vont devenir beaucoup plus chers. Est-ce que les prix vont pouvoir se maintenir? Pareil sur les obligations. Les obligations, c'est un marché absolument gigantesque. Aujourd'hui, vous achetez des obligations bien inférieures à l'inflation, ce qui est tout à fait anormal. Donc les taux vont remonter. Si vous voulez, tous ces taux vont remonter. Les taux vont remonter, ça c'est très récessif pour l'économie, c'est pas bon. Et en plus de ça, effectivement, la Banque centrale ne pourra plus continuer à créer de la monnaie. Donc elle a annoncé d'ailleurs qu'à partir du mois de juillet, en zone euro, timidement, parce qu'elle a un peu peur des conséquences, mais qu'ils arrêtaient d'augmenter la masse monétaire à partir du mois de juillet. Et donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent gratuit pour les États non plus. Vous voyez, donc vous avez en ce moment, avec les taux qui montent, les taux d'emprunt des États, même les États qui augmentent. L'État français, il y a 4 mois, empruntait à 10 ans à moins 0,30% de taux d'intérêt, avec des taux négatifs encore, c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc à moins 0,30, quand vous empruntez, vous vous enrichissez. Il faut en prendre autant que vous voulez. Et ça a été ce qui a été fait pendant quelques années avant. Mais là, aujourd'hui, on est passé de moins 0,30% de taux d'intérêt pour l'État français à 2,40% de taux d'intérêt de l'État français. C'est une hausse de plus de 2400%. Ça reste des taux qui ne sont pas très élevés, mais ils vont continuer à monter puisque l'inflation est à 8%. Mais par contre, c'est plus du tout la même chanson pour le budget de l'État. Et donc, effectivement, l'État va avoir du mal aujourd'hui à soutenir, s'il y a une crise qui se produit, un ralentissement économique ou une crise géopolitique, les États européens notamment vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à emprunter. Et donc, effectivement, la venue de l'inflation fait qu'on va devoir sortir en fait de cette financiarisation sans fin de l'économie dans laquelle on était depuis 20 ans. Ok, merci. Avec plaisir, oui. Passer peut-être à la prochaine question. Donc voilà, tu avais écrit dans un article du magazine Forbes en mars 2020, donc au plus fort de la baisse de la crise, la baisse des marchés suite à la crise du Covid, que nous entrons dans un monde de dégonflement de bulles. Donc est-ce que tu peux peut-être refaire un petit point sur ce qu'est une bulle, sur quelle classe d'actifs tu considères qu'il y a une bulle, et à quoi nous assistons aujourd'hui, puisqu'avec tous les événements que tu as décrits précédemment, est-ce qu'on est toujours dans cette situation? Tout à fait. En fait, c'est complètement confirmé aujourd'hui. On est vraiment en train de rentrer positivement dans ce. Enfin, là, on le voit vraiment. C'est plus de l'anticipation dans un monde de dégonflement de bulles, effectivement. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous savez, pendant 40 ans, les taux n'ont pas arrêté de baisser. Quand les taux d'intérêt baissent, en fait, il y a toute une série d'actifs dont les prix montent pendant que les taux baissent, parce qu'ils sont liés au taux d'intérêt. D'accord ? Plus les taux baissent, plus ça veut dire que le crédit n'est pas cher pour les particuliers, pour la consommation et aussi pour les acquisitions notamment immobilières, et pour les entreprises aussi. Les entreprises peuvent investir, vous voyez, le crédit coûte chaque fois moins cher parce que les taux baissent, et donc elles peuvent s'endetter et puis investir et puis créer des projets, etc. Donc tout ça, la baisse des taux, c'est favorable à l'économie, c'est un peu un accélérateur pour l'économie, d'accord ? Voilà. Et là maintenant, comme je vous ai dit, ça fait 40 ans que ça dure, c'est terminé. Là maintenant, on est en train de faire l'inverse et les taux remontent très fortement. Et c'est vraiment un changement de paradigme extrêmement important. Vraiment, c'est à l'échelle économique, c'est vraiment historique ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est un changement de paradigme, c'est que là maintenant, on va vivre dans un monde où on va de nouveau avoir des taux d'intérêt positifs, voire même assez élevés. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les actifs en fait qui ont bénéficié de cette hausse des taux, si vous voulez, pendant 20 ans, et même un peu plus que ça, en fait, ce sont précisément ces actifs-là qui vont maintenant payer le retour du prix de l'argent. Vous voyez, ces actifs-là vont être pénalisés tant que l'inflation se maintient. Et pour nous, ça devrait durer, en tout cas, tant que durent ces facteurs politiques. Et donc, tant que l'inflation se maintient, en fait, tous les actifs qui ont monté grâce à la baisse des taux, d'accord, vont avoir une forte pression à la baisse. Et à l'inverse, tous les placements qui ont au contraire chuté pendant cette baisse des taux sont en train de se réapprécier. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur les marchés financiers au niveau mondial, ça secoue très très fort en ce moment, justement à cause de voilà, c'est ce qu'on appelle une énorme rotation de portefeuille. C'est justement petit à petit, les investisseurs sont en train de comprendre et sont en train de changer de pied. Et au lieu de se mettre sur les actifs qui ont fortement monté avant, si vous voulez, ils sont en train de les vendre pour aller sur les autres actifs qui vont être les grands gagnants de la décennie à venir, en fait. Et tu penses que les actifs concernés, puisqu'on a tous vu que l'immobilier en faisait largement partie, mais si on parle d'actifs financiers, est-ce que les actions sont concernées, les obliges, les métaux, tous les actifs, d'après toi, sont concernés par ce système de bulles ?
Alors non, pas tous du tout. En fait, les actifs qui sont concernés par cette bulle liée à des taux d'intérêt bas, puis même négatifs depuis 2015 en zone euro, ce qui est une situation totalement anormale, c'est certains actifs. Puis il y en a d'autres qui ont été pénalisés. En gros, si vous voulez, effectivement, l'immobilier, c'est un vrai sujet. Les hausses de taux d'intérêt, ça renchérit vraiment le coût du crédit. Et vous savez, même sans aller à des taux à 18%, je ne vous parle pas de ça, si les taux de crédit repassent à 3-4%, on en est déjà presque pas loin, je crois. Ça dépend ça augmente très très vite là en ce moment, parce qu'ils sont en train d'essayer de courir après l'inflation. L'inflation est à 8. Donc vous prêteriez de l'argent à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 4% à quelqu'un aujourd'hui? Moi pas. Vous voyez, rationnellement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, les taux sont en train de monter, mais c'est vrai que quand vous faites un placement à 1% de taux d'intérêt sur une durée longue et vous le simulez à 4% de taux d'intérêt, vous allez voir que le coût du crédit, c'est phénoménal. C'est absolument phénoménal sur des durées un peu longues. C'est 30-40% du prix du coût total de l'opération qui s'ajoute. Donc, c'est très important. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, comme il y a cet argent maintenant qu'il faut donner à la banque, parce que maintenant, l'argent a un coût, parce que les taux d'intérêt reviennent, l'inflation est là, l'argent a un coût, a un prix, ça veut dire que les prix de l'immobilier vont devoir s'ajuster. Donc effectivement, l'immobilier va être vraiment, alors globalement, je parle, je ne dis pas tout, voilà, mais globalement, vraiment, il va y avoir vraiment des pressions fortement baissières sur l'immobilier. Et la deuxième grande classe d'actifs qui est touchée par ça, alors on la voit moins en direct, enfin en tout cas quand on est particulier, mais c'est un marché extrêmement important, c'est les obligations, les emprunts d'État, les dettes des États, de tous les États, des pays développés, vous voyez, les obligations aussi des entreprises qui servent à fabriquer en général d'ailleurs les placements financiers avec peu de risques. Les fonds en euros d'assurance vie, par exemple, là c'est le calme plat, tout va bien, ça rapporte plus rien, les taux sont très faibles, les taux de rendement sont très faibles, mais au moins c'est plat, on se fait pas peur, c'est bien. Mais en fait, il faut savoir qu'à l'intérieur de tous ces placements sans risque, en fait, ces fonds d'investissement achètent à l'intérieur de ces placements des emprunts d'État de pays développés qui sont réputés sécurisés. Mais là, aujourd'hui, comme les taux augmentent, ces valeurs se prennent des taux absolument monstrueuses à l'intérieur. Donc le deuxième énorme classe d'actifs qui est concernée, c'est effectivement les obligations. Et ça va avoir des conséquences sur les dettes d'État, sur plein de choses, sur les solidités des fonds propres des banques. Enfin, ça a des conséquences partout. Ça, c'est majeur. Et on va dire l'autre classe d'actifs la plus visible, qui est vraiment en train de se dégonfler, les taux qui montent, ça veut dire que les obligations sont déjà en train de se dégonfler. L'immobilier, ça va être plus long, parce que ça se fait pas en 15 jours, c'est vrai. Mais l'autre classe d'actifs là qu'on voit très très brutalement en train de se dégonfler, c'est toutes les valeurs technologiques. C'est notamment l'indice qu'on appelle l'indice américain, qui est le Nasdaq, qui est un énorme indice, qui représente en fait toutes les valeurs tech, digitales, informatiques, etc. américaines, qui sont des sociétés en fait qui sont structurellement très endettées, parce qu'elles marchent à l'endettement, elles ont des très forts taux de croissance et elles sont très endettées et elles sont très chères et à cause justement des taux bas. Et là, comme les taux remontent, ça veut dire que, au niveau de leur business model, en fait, le coût de leur emprunt va exploser. Et comme elles sont très chères, très valorisées, ça va peut-être faire en sorte qu'elles deviennent déficitaires. Vous voyez, on va plus être capable de dégager des résultats sur ces boîtes qui étaient les Rolls pendant 20 ans. C'était le Nasdaq qu'il fallait investir. Et là, on est vraiment à un moment donné où le coût de leur financement va devenir cher, donc leur résultat va être amputé de ça. Et d'autre part, effectivement, les valorisations sur les actions tech, notamment, sont très peu chères à cause des taux à zéro. Je vous passe le détail des mécaniques. Et là, comme les taux remontent, le Nasdaq s'effondre. On regardait, si vous voulez, le Nasdaq aujourd'hui, qui est un énorme indice américain, perd plus de 30% depuis le début de l'année. C'est plus de 30% de baisse, c'est énorme, c'est absolument énorme. Et sachant que dans ces 30%, il y a quelques grosses valeurs qui arrivent, qui se maintiennent un peu, notamment Apple, qui se tient. Mais si vous regardez le détail des valeurs du Nasdaq et sur le marché du Nasdaq, vous avez la plupart des sociétés qui sont à moins 60, moins 70% depuis le début de l'année. Donc c'est un effondrement complet sur ces valeurs-là. L'immobilier, ça va être plus long, il va y avoir des pressions à la baisse parce qu'effectivement, les banques vont avoir du mal à faire des prêts et puis ça sera plus cher. Et puis il y a l'obligataire. Et l'obligataire, ça va être un changement phénoménal pour le monde financier, parce que c'est le plus gros marché au monde, de très très loin. Et c'est là-dessus que les États, les grandes entreprises se financent. Et la donne va vraiment changer sur ces données-là. Okay. Donc effectivement, je pense qu'on a assisté à un monde de baisse de taux qui a permis à des bulles de se constituer sur des classes d'actifs patrimoniales, notamment immobilier, obligations et puis les techs. Et en ce moment, elles sont en train de... Et là, on rentre dans un monde où c'est probablement l'inverse qui va se passer. Il va y avoir un réajustement. Alors jusqu'où, on ne sait pas, mais il va y avoir un réajustement sur ces classes d'actifs. Et donc juste pour terminer, à l'inverse, il y a plein de sociétés qui ont été complètement ignorées pendant 20 ans, notamment toutes les sociétés industrielles.
les bonnes vieilles sociétés industrielles, vous savez, ce qu'on appelle l'ancienne économie, plus personne n'en veut depuis un temps fou, parce que c'est pas sexy, tout le monde achetait des techs, c'est beaucoup plus sympa, on n'achetait pas des valeurs du Dow Jones américain parce que c'est lourd, ouais, et donc ces sociétés-là aujourd'hui sont pas chères du tout, dégagent des rendements qui sont très importants, souvent c'est du 10-15% de dividendes, hein, sur des très très bonnes sociétés, parce que leur prix, en fait, elles sont complètement délaissées. Et ben ces valeurs-là, justement, comme elles ont un rendement important, elles vont être capables de résister beaucoup mieux à une hausse des taux d'intérêt. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'investisseurs, dont nous, hein, on est en train, nous, de petit à petit, de reconstruire des positions acheteuses sur ces valeurs-là qui ont effectivement souffert pendant 15 ans et qui vont probablement être les gagnantes de la décennie à venir. Donc on est vraiment une rotation globale, et c'est pour ça qu'effectivement en ce moment sur les marchés financiers ça secoue énormément, mais c'est vraiment un changement global de cadre économique et financier, hein, qu'on connaît avec ce retour de l'inflation. Et pour parler d'un autre actif qui est connu de certains investisseurs et dont on entend nous beaucoup parler, c'est les crypto-monnaies qui, pour certaines, notamment le Bitcoin, ont perdu 70% de leur valeur depuis 6 mois. On va dire que vraiment, elles ont toutes chuté, si ce n'est pas plus que 70%. Sur cette classe d'actifs-là en particulier, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? Tout à fait. En fait, c'est encore une conséquence de la hausse des taux. En fait, si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de choses qui ne sont pas des conséquences de la hausse des taux, en fait, hein, si on comprend bien. En fait, effectivement, vous avez vu ce phénomène des crypto-monnaies qui sont en fait, c'est un abus de langage, hein, de dire que c'est des crypto-monnaies, ce ne sont pas des monnaies en vérité. Une monnaie, il y a une loi, un État derrière une monnaie, et une monnaie, vous n'avez pas le droit de la refuser. D'accord ? Si je vous paye, vous allez dans une boulangerie, vous allez acheter, vous voyez, une baguette de pain, vous payez en euros, vous n'avez pas le droit, la société n'a pas le droit de refuser parce que légalement c'est le cas, si c'est pas le cas. Le crypto actif, je dirais plutôt ça comme ça, dire c'est quelque chose, vous voyez, c'est un actif. Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies au sens où elles ne sont pas supportées par ça, vous avez tout à fait le droit de les refuser. Vous avez le droit de les accepter si vous le souhaitez, hein, on a le droit de faire du troc, on a le droit de s'échanger des trucs. Là, vous voyez, j'ai un iPad, je vous l'échange contre ceci, c'est bon, ou j'ai des crypto-monnaies, je vous l'échange contre ceci. Si la personne en face l'accepte, ça peut servir à des échanges. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert pas à l'échange, je suis en train de dire que c'est un abus de langage de dire que c'est une monnaie parce que vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Hein, d'accord ? Et en fait, en gros, c'est juste des pixels quelque part, si vous voulez, dans un ordinateur. Ne me demandez pas la technique, hein, je suis très nul là-dedans, mais c'est juste des choses, en fait, hein, les crypto-monnaies. Et pourquoi tout le monde s'est jeté sur les crypto-monnaies ? Pourquoi il y a eu ces dernières années cet essor absolument phénoménal, hein, des crypto-monnaies ? Le Bitcoin représentait il y a 6 mois plus de 2,5% de la masse monétaire mondiale. Pour vous dire, c'était absolument énorme. Donc la valeur évidemment a explosé. Voilà. Et vous avez plein d'autres crypto-monnaies qui sont apparues, qui explosaient aussi. Mais pourquoi elles explosaient ? Elles explosaient justement parce que les taux d'intérêt étaient très très bas et que dans plein de pays, on était à des taux d'intérêt négatifs, notamment la zone euro. Vous voyez, comme on était à des taux d'intérêt négatifs, vous ne l'avez pas forcément vu dans les banques parce qu'ils n'ont pas été impactés sur les comptes, mais la réalité des marchés, c'est qu'il n'y a plus de placement monétaire qui vous reste à zéro. C'est plus possible. Vous achetez aujourd'hui de la dette d'État, enfin avant, plus maintenant, mais à l'époque, vous achetez de la dette d'État, vous achetiez de la dette d'État à l'époque, en fait, vous aviez un rendement négatif, c'était du moins 0,30, moins 0,40, moins 0,50 par an. Vous voyez, vous baissiez tout le temps. Et quand on baisse tout le temps, on se dit, autant aller voir un actif qui ne rapporte rien. Un Bitcoin ne rapporte rien, c'est juste un truc dans un ordinateur, vous voyez, c'est rien du tout, c'est un fichier. Ça ne rapporte rien, ça n'a aucun revenu, mais quand vous êtes dans un scénario de taux négatif, le fait qu'un actif ne rapporte rien, c'est une meilleure sécurité. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, voilà. Et en plus, si vous rajoutez à ça, alors ça c'est spécifique au Bitcoin, mais le fait qu'effectivement il limite la création du nombre de bitcoins, hein, on pourra continuer à créer des bitcoins jusqu'en 2040 et après c'est terminé. Et donc on sait que ça ne va pas être comme l'euro, le dollar, vous savez, où la planche à billets marche, et à la fin on va se demander ce que valent vraiment nos billets, si vous voulez. Et effectivement, comme en plus la planche à billets était là, il y avait en plus un risque de dépréciation structurelle de l'argent. Et donc le fait d'aller sur des actifs qui ne rapportent rien, qui sont à zéro, comme les crypto-monnaies, mais qui ne perdent pas forcément cet argent-là, en tout cas structurellement, c'est intéressant. Et donc tout le monde s'est jeté sur ces actifs-là, et puis il y a eu en plus toute une propagande médiatique, etc. Et donc ces actifs ont connu une hausse absolument phénoménale. Jusqu'au jour où, en octobre de l'année dernière, à peu près, c'était là que ça a commencé, jusqu'au jour où on commence à découvrir que les taux remontent et que l'inflation arrive. Et si les taux remontent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos comptes à terme bancaires, ils vont vous rapporter un petit peu quelque chose. Vous voyez, bientôt, vous aurez le livret A à 1,5, 2%, vous voyez. Et 2%, c'est beaucoup plus que zéro. Vous voyez, si vous êtes aux États-Unis, ce sera plus fort que ça encore. Vous voyez. Et donc là, comme les taux montent, effectivement, cette bulle, c'en est une de plus,
comme les autres, hein, cette bulle qui s'est créée sur toutes les crypto-monnaies, en fait, s'effondre de manière extrêmement brutale. Voilà. Et donc, il y a le Bitcoin qui est très important, qui perd 70%, il y a le Luna qui perd 95%, et puis on assiste maintenant à plein de choses. Maintenant, on voit des vols de Bitcoin, comme c'est dans des ordinateurs. Il y a eu des hackers qui ont réussi à voler, et c'est à coût de milliards, hein, de dollars de valeur qui se volent. On s'aperçoit que c'est pas plus sécurisé qu'un ordinateur, quoi. Donc, enfin bref. Mais effectivement, le Bitcoin, alors c'était une bulle très récente et assez brutale qui s'est créée, mais c'est aussi une bulle qui s'est créée à cause des taux bas et qui est en train d'exploser du fait que l'inflation revient et que les taux remontent, effectivement. Donc maintenant, vous avez d'autres possibilités pour placer de votre argent. Vous allez avoir une vraie rémunération pour votre argent, et donc ça sert à rien d'acheter des bitcoins qui rapportent zéro. Et donc, boum. Donc effectivement, c'est un exemple du dégonflement de bulles. D'accord. Ok. Et du coup, en résumé, si on devait se dire quelle est vous 15 la vision que vous auriez de l'année 2022-2023 par rapport à tous ces événements, l'inflation, les conflits géopolitiques, la hausse des taux, comment vous appréhendez les choses? Tout à fait. En fait, ce que je vous disais, effectivement, hein, c'est qu'on vit ce grand bouleversement avec le retour des taux d'intérêt. Et ça va prendre du temps avant que tout s'ajuste. Et effectivement, les marchés sont extrêmement secoués. C'est très compliqué. Ça va dans tous les sens. Il y a des bref. Et tout baisse. Tout est à la baisse. Hein. Quand les taux montent, tout est à la baisse. Non seulement les actions, donc les actifs à risque, mais aussi les obligations qui sont supposées des actifs défensifs. Hein. Aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement prudents gérés en obligations d'État de pays très solides, etc., qui sont à moins 15% depuis le début de l'année. Donc c'est pour vous dire, c'est une situation particulière où même les options sécuritaires sont voilà. Et puis c'est très violent, très volatile, parce que c'est un changement de mood, comme disent les Anglais, d'état d'esprit ou de température de l'eau. La température de l'eau monte, comme disent les Canadiens. On est dans l'eau chaude, vous voyez, comme ils disent. Là, maintenant, l'eau devient chaude avec les taux qui remontent. Avant, elle était tout le temps froide. Hein. Maintenant, voilà. Donc on est dans des marchés très heurtés. On est dans tout ça. Et ce qui se passe effectivement, c'est que les marchés anticipent. Si les marchés sont très rapides en fait à intégrer les éléments. Et donc aujourd'hui, on voit donc il y a des baisses de tous les actifs, comme je vous ai dit, hein, très très fortes, moins 30, plus de moins 30 sur le Nasdaq. Et encore, ça c'est voilà. Si vous regardez le détail des valeurs, il y a plein de valeurs à moins 50, moins 70% depuis le début de l'année. Hein, donc c'est des corrections absolument phénoménales. On voit beaucoup de choses qui sont en train petit à petit de corriger également. Hein. Et donc il y a des baisses très très fortes et très rapides sur énormément de classes d'actifs. Et nous, on regarde ça évidemment avec une certaine gourmandise, puisqu'évidemment, quand il y a des moments comme ça de chute très très forte, alors on est secoué, hein, on n'est pas indemne complètement hein, de cette baisse-là, évidemment. Voilà, mais on la limite très très fortement et on baisse beaucoup moins que les marchés, ça c'est sûr. Et en fait, ça nous crée en fait une réserve de valeur. Vous voyez, le fait que les marchés baissent plus que nous, et nous on est prêt à réinvestir à racheter le Nasdaq, si vous voulez, quand il sera valorisé là où il faudra, et quand les investisseurs commenceront à revenir, vous voyez, sur ces actifs-là. Et voilà. Donc en fait, si vous voulez, la baisse très brutale va peut-être continuer à se poursuivre. Hein, ça, on n'est pas prophète. On regarde ça tous les jours, vraiment tous les jours, et même la nuit, pour les marchés asiatiques hein, qui ouvrent la nuit. Mais on regarde ça tous les jours, et effectivement, comme tout le temps, comme à chaque fois, depuis la nuit des temps, quand les marchés chutent fortement, ça crée des opportunités. Et en bas, il n'y a plus personne qui veut en acheter, tout le monde veut se débarrasser de tout. Et c'est là qu'il faut effectivement être discipliné et puis réinvestir. Et nous, effectivement, comme on a une gestion flexible, en fait, hein, on a la possibilité d'être exposé au risque ou de ne pas être exposé au risque. On peut se couvrir en jouant la baisse de certains marchés ou la hausse d'autres, comme on veut. Hein. On est très réactif sur ces marchés-là. Hein. On peut prendre des positions en 24 heures, 12 sur d'autres gestions. On pense que ça, c'est fondamental, en fait. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez une gestion patrimoniale de votre épargne, aujourd'hui, il n'y a plus d'actifs sans risque. Hein. Même les actifs sans risque sont en chute libre aujourd'hui à cause de la hausse des taux. Nous, on pense que la vraie sécurité, effectivement, c'est la réactivité. C'est de pouvoir réallouer tout son patrimoine en 24 heures. Si partout dans le monde, en investissant partout dans le monde, hein, sur toutes les classes d'actifs, actions, obligations, devises, or, etc. Et de réallouer ce patrimoine tout le temps en 24 heures, parce qu'effectivement, les événements sont tellement brutaux, tellement rapides. Si demain... oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette nuit, Erdogan a levé son obstruction à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Il y a un problème aussi avec le Kaliningrad, qui est une province russe à côté de la Lituanie, là, qui potentiellement ça peut dégénérer et on peut entrer vraiment dans une troisième guerre mondiale. Là, ça commence à piquer là-dessus. Vous voyez, c'est une troisième guerre mondiale, c'est au sens où il y a plein de pays, en gros tous les pays de l'OTAN.
qui seraient engagés contre la Russie et à la fin les BRICS, parce qu'il y a plein de pays, la Chine, l'Inde, qui ont dit qu'ils soutiendraient la Russie. Donc on est peut-être voilà. Donc ça peut être des événements, si vous voulez, qui peuvent changer brutalement les choses. Vous voyez, ça peut arriver très vite. Et nous, effectivement, ce qu'on regarde au jour le jour ce qui se passe et on peut désinvestir très rapidement. Mais globalement, en fait, ce qu'on sait, c'est que les marchés chutent très fortement. Il y a un moment donné, ces baisses de marché vont être complètement excessives par rapport aux valorisations des boîtes qui continuent à distribuer plutôt des bons résultats. On va avoir la saison des résultats de juillet-août là, bientôt qui va commencer, mais les derniers résultats des entreprises sont pas mauvais. Donc si ça se trouve, on verra si c'est confirmé avec la saison des résultats de juillet-août, mais si ça se trouve, ces baisses de marché sont déjà un petit peu excessives. Et voilà. Donc en tout cas, ces très très fortes baisses de marché, on les regarde nous avec attention et on va commencer à racheter, à racheter pas du Bitcoin, mais tout le reste nous intéresse beaucoup effectivement. Voilà, mais globalement, effectivement, il y a de la volatilité. Nous, on pense qu'il faut accepter de la volatilité. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Et par contre, dans cette volatilité, il y a vraiment moyen de faire énormément de choses. Et nous, on fait ça effectivement depuis 2014. On a traversé des dizaines de crises, depuis 14 ans, pardon, et depuis 2007, on a traversé des dizaines de crises. Oui, voilà. C'en est une plus terrible que les précédentes parce qu'en ce moment, elles sont chaque fois pires. Mais chaque fois pire, ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités, effectivement, à saisir. Donc, nous, on regarde effectivement ces corrections de marché avec beaucoup d'attention et on pense que ce sont des opportunités très clairement. J'ai déjà écrit ça dans l'article de Forbes dont tu parlais en 2020. On était quasiment au plus bas du plus bas. C'était en mars 2020. Les marchés perdu moins 40%. J'avais terminé en disant que c'était le moment d'acheter. C'est sur Forbes. Voilà. Là, je vous dis, il faut attendre un peu, mais ça va vraiment venir là. Ça va vraiment venir effectivement. Voilà. Du coup, nous, en termes de solutions qu'on peut proposer à nos clients par rapport à tous les événements qui se passent, ils sont de deux titres. En fait, il y a deux enjeux principaux. Le premier enjeu, concrètement, c'est rendements à taux quasi zéro ou très proche de zéro qui sont 10 en risque. Alors actuellement, on est encore sur des niveaux assez bas. Peut-être qu'avec la hausse des taux, ça va remonter. Mais nous, mais pas autant que l'inflation. Voilà, ça va rester plus bas que l'inflation. Ouais. Nous, on est assez craintifs sur ces rendements de 10 en risque, enfin sur ces placements de 10 en risque. Donc ça, c'est le premier sujet. Et là, la solution, c'est la gestion active que propose 15, puisqu'on estime que c'est quand on agit qu'on peut se prémunir on peut assumer une baisse, mais qu'on peut se prémunir d'une baisse trop forte et qu'on peut par opportunité récupérer de la performance. Et le deuxième risque qu'on estime sur de l'épargne, on va dire classique, dite assurance vie ou contrat de capi pour les personnes morales, c'est le risque de dépositaire. C'est-à-dire que quand vous déposez de l'argent dans une banque classique ou dans une compagnie d'assurance classique en France, il y a des réglementations qui sont la loi Sapin 2, qui sont la directive BRRD, qui potentiellement peuvent être confiscatoires. Donc, la loi Sapin 2, en résumé, c'est une impossibilité de récupérer vos fonds pendant 6 mois à tout moment. C'est-à-dire qu'on vous bloque l'assurance vie française, oui. Voilà, on vous bloque vos rachats, on vous bloque vos arbitrages, enfin, on vous bloque vos versements, on vous bloque tout. Donc, en gros, on évite ce qu'on appelle le bank run, courir au guichet pour aller récupérer son argent. Ça, c'est le premier sujet. Ça, c'est une loi franco-française. La deuxième réglementation européenne transposée dans les droits nationaux, c'est la directive sur la résolution des faillites bancaires, qui dit que si une banque européenne fait faillite, elle a l'obligation de piocher dans les comptes bancaires de ses déposants pour toutes les sommes qui dépassent 100 000 euros, jusqu'à recapitalisation à hauteur de ses fonds de pension. Et là, c'est un vrai sujet, puisque si vous voulez, vous recevez chaque année une lettre d'information sur les 100 000 euros qui sont dits garantis, mais après, on ne vous dit pas ce qui se passe avec les 100 000 euros qui suivent. Et concrètement, une fois qu'ils sont pris, voilà, les principes de remboursement existent sûrement, mais bon, ça risque d'être plus compliqué. Et en plus, tous les fonds de garantie qui existent sont complètement dérisoires, c'est-à-dire qu'on vous garantit 100 000 euros. Ce fonds de garantie représente 3 milliards d'euros. Vous divisez 3 milliards par 100 000 euros par dépôt. Par contre, vous arrivez à 30 000 déposants. Donc, concrètement, nous, on est persuadés que jamais on arrivera à garantir tous les épargnants, quels qu'ils soient. Donc, c'est vraiment ces deux risques-là qui sont pour nous, qui sont liés au contrat, vraiment. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est des contrats luxembourgeois. Donc là, vous avez un comparatif entre un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation de droit français et un contrat d'assurance vie
de capitalisation de droit luxembourgeois, sous supervision luxembourgeoise. Et donc, vous voyez qu'en termes de protection de l'épargne, en France, vous avez cette application de la loi Sapin 2 et un créancier de 6e rang, c'est-à-dire que vous intervenez après l'État, le fisc, les salariés et autres. Au Luxembourg, vous avez de manière intrinsèque, du fait de la réglementation luxembourgeoise, ce qu'on appelle le super privilège, c'est-à-dire qu'en cas de faillite de la compagnie d'assurance, vous intervenez en premier rang pour récupérer vos liquidités. Le triangle de sécurité, c'est-à-dire que vous avez une ségrégation, une séparation entre les actifs de la compagnie d'assurance et les actifs des assurés, qui est en fait supervisé avec un triangle par un commissaire aux assurances qui s'assure qu'il y a bien cette ségrégation des actifs, pas de conflit d'intérêts et de mélange de genre. Et en fait, cette loi Sapin 2 qui n'est pas applicable au Luxembourg, puisque c'est une loi franco-française. Sur les plafonds de garantie, vous aviez ces 70 000 € sur les assurances vie, c'est 100 000 € sur la banque, 70 000 € sur les assurances vie. À nouveau, le fonds de garantie représente 1,8 milliard ou 1,9 milliard d'euros. Il faut savoir que l'assurance vie en France, c'est plus de 2 000 milliards. Donc, jamais tous les assurés n'auront possibilité de récupérer leurs actifs. Au Luxembourg, vous n'avez pas de garantie, de fonds de garantie de toute façon, mais en fait, vous avez une réglementation qui est de manière intrinsèque beaucoup plus prudentielle et il n'y a pas ce besoin de capitaliser de l'argent pour garantir, pseudo-garantir les assurés. Et ensuite, la notation, ça vaut ce que ça vaut, mais une notation triple A du contrat luxembourgeois, et le Luxembourg est quand même une place financière connue, reconnue, qui est moins sulfureuse que la Suisse. Qui reste dans une monnaie européenne, donc pas de problématique de change et autres. Donc, vous avez vraiment un contrat qui est assez carré, sachant qu'en plus, ce n'est pas ce qu'on appelle de l'évasion fiscale. On n'est pas dans une problématique de déclaration de compte bancaire à faire à l'étranger. Quand vous faites un rachat sur ce type de contrat, vous payez directement au fisc français l'impôt qui est dû sur les intérêts. Donc, c'est totalement transparent, ça ne change rien si vous aviez un contrat dans une compagnie d'assurance française classique. Donc, ça, c'est ce qu'on propose. Et du coup, à l'intérieur de ces contrats d'assurance vie ou contrats de capitalisation pour les personnes morales, nous, ce qu'on conseille, c'est forcément, voilà, vous l'avez compris, une gestion active liée à groupe 15. Donc, on est très transparent sur les performances. Là, vous avez le tableau des performances de groupe 15 depuis la création de groupe 15 en 2008. Donc, vous voyez que en 2008, le CAC fait moins 42, le mandat de groupe 15 fait moins 3, donc belle année pour commencer. Et en fait, concrètement, on se rend compte que quand le CAC descend assez bas, comme l'année 2011, le CAC descend à moins 17, groupe 15 matérialise une perte à moins 9. Voilà, l'idée, ça reste du patrimonial, c'est de vous prémunir des chocs et des baisses brutales, donc de baisser moins, d'amortir la baisse. Et quand les marchés montent, donc l'année juste d'après, 2012, les marchés montent à plus 15, groupe 15 rattrape l'année, la sous-performance de l'année précédente en faisant du plus 9, sans non plus aller jusqu'à du plus 15, l'idée étant que c'est un élastique, on ne tire pas trop dessus, sinon on arrive au point de rupture. Donc concrètement, l'idée c'est que quand les marchés baissent, on baisse moins, par contre quand ça remonte, on traîne la hausse et parfois aussi on surperforme. Il y a noté une année importante qui est l'année 2018, où tous les marchés, toutes les classes d'actifs ont chuté tout en fin d'année, les 15 derniers jours en 2018. Le CAC fait moins 11, groupe 15 réussit à faire une perte de plus 4, qui était sur cette année assez conséquente. Donc, si vous regardez sur la slide vers la gauche, vous voyez que depuis 2008, si vous aviez investi sur le CAC, vous auriez gagné 7%. Donc, ce qu'on appelait le buy and hold, ça ne marche pas. Tenir un indice et rester dessus, pas pertinent sur la durée, sur 14 ans, ça ne marche pas. Par contre, quand on bouge et quand on est réactif, ce que disait Christophe, on arrive à faire une perf et concrètement, malgré des baisses, par exemple 2011 ou 2013 ou même 2022, on arrive quand même à surperformer les marchés et à créer plus de valeur que ce que le marché, que ce que les indices génèrent. Je tiens à noter l'année 2022, on reste toujours dans la transparence. Effectivement, on est sur une année compliquée depuis le 1er janvier, donc avec un profil dynamique qui est à moins 7%, là où le CAC fait moins 15%. Forcément, ça ne nous satisfait pas, on n'est pas heureux de faire une performance négative, mais par contre, on amortit la chute. L'idée étant que groupe 15 continue à travailler, à faire sa stratégie différentielle pour chercher de la perf et peut-être atteindre le zéro, voire le positif. En tout cas, on espère tout ça. L'idée après, en termes de
qualité de gestion, c'est des conditions. Vous l'avez compris, Christophe, il y a des idées, il y a une vision du monde, il y a une vision de l'économie. Donc, c'est des conditions qu'il peut avoir et que l'équipe peut avoir partout dans le monde entier, sur toutes les classes d'actifs. Il n'y a aucune classe d'actifs qui est exclue pour une raison ou pour une autre. Si elle est intéressante dans le portefeuille global, ils y iront. Et c'est vraiment ça la force de Groupe 15. Et concrètement, une fois qu'on a construit la stratégie globale du portefeuille, ensuite, on choisit des supports financiers. Et ces supports financiers, c'est vraiment une méthode interne à Groupe 15, c'est de se dire, voilà, une fois que sur ce slide, vous voyez qu'ils ont choisi, par exemple, la catégorie action US valeur de croissance, quand on sort toutes les unités de compte de cette classe d'actifs, il y en a à peu près 350, si ma mémoire est bonne, de cette classe d'actifs. On se rend compte que le meilleur gérant de cette classe d'actifs fait une perte de 218%. Le moins bon fait moins 13%. Donc, même si l'allocation est bonne et même si on estime qu'on a investi sur le bon actif et au bon endroit, après, c'est l'homme qui détermine est-ce qu'il va faire de la perf ou pas. Je vous donne un exemple très, très, très basique. Vous avez dans une petite ville 3 boulangeries. Peut-être que ces 3 boulangeries n'auront pas du tout le même résultat, tout simplement parce qu'une va avoir un parking, l'autre va faire des pains spéciaux, l'autre va proposer des offres promotionnelles. Et tout ça, c'est qui décide de ça? Concrètement, c'est le gérant à la tête de la boulangerie. C'est exactement pareil dans une société de gestion. Le dirigeant, le gérant de l'unité de compte, c'est lui qui a un peu une dynamique qui fait qu'on atteint plus de 200% de performance et pas moins 13 comme certaines autres dans la même classe d'actifs. Et ça, c'est vraiment la qualité de Groupe 15, c'est de réussir à trouver la performance du gérant et faire un observatoire des gérants en fonction de ce qu'ils délivrent comme performance. Et pour finir, donc les caractéristiques de l'assurance vie luxembourgeoise, vous avez une disponibilité totale des fonds, vous n'avez pas de problématique de blocage pendant 8 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Les rachats sont libres, les versements sont libres. Ça peut venir en assurance vie en complément de revenus. Donc, souvent, nous, au conseil en gestion de patrimoine, on voit ça comme un outil de transmission. N'oubliez pas que quand on prend sa retraite, on peut demander à la compagnie d'assurance de verser régulièrement une part de son assurance vie pour compléter ses revenus. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. Vous pouvez me verser 50 000 comme 5 millions, c'est vous qui voyez, mais il n'y a pas de blocage comme dans un PEA. En termes de fiscalité, on est sur la fiscalité de l'assurance vie classique. Donc, on n'est que sur la fiscalité sur les rachats quand il y a rachat et sur les intérêts. Donc, en règle générale, on est sur une fiscalité au prélèvement forfaitaire unique, donc 30% de fiscalité sur les intérêts. Pas ces détails. Et le contrat luxembourgeois vous prémunit en fait des risques qu'on avait vus juridiques. On est sur la fiscalité directement transmise à l'administration fiscale française, pas de problématique d'évasion fiscale. Et donc, après, en termes de gestion patrimoniale, on détermine un profil de risque prudent, équilibré, dynamique. Et en fonction de ce profil de risque, on donne un mandat à Groupe 15. Et c'est Groupe 15 qui, en fonction de l'allocation d'actifs choisie, la stratégie et la vision des marchés, va gérer l'argent pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous n'avez pas besoin d'être derrière. C'est vraiment le mandat d'arbitrage qui permet que Groupe 15 s'en serve. Et tous les mois, vous recevez une communication. Comme je vous montrais, les performances avant sont transmises tous les mois. Vous avez accès à vos avoirs sur site internet. Donc, il y a vraiment une transparence totale. On ne cache rien, ce n'est pas l'idée. Et alors, par rapport à la question qu'avait monsieur. Voilà. Donc, les solutions sont accessibles pour les personnes physiques à partir de 50 000 € normalement. On peut commencer à partir de 5 000 €. C'est simplement que c'est peut-être plus de formalisme papier que 50 000 €. Oui, en fait, juste pour dire, ce qui change en fait simplement en dessous de 50 000 €, mais en fait, en gros, effectivement, à partir de 5 000 €, maintenant on peut travailler, mais en dessous de 50 000 €, vous allez être forcément sur un profil dynamique chez nous. En fait, on n'a pas le choix du profil. Honnêtement, c'est le meilleur, hein, c'est le meilleur, c'est celui qu'il faut avoir. C'est celui que j'ai à titre personnel. Mais effectivement, en dessous de 50 000 €, on n'aura pas le choix du profil. C'est construit un tout petit peu différemment, mais il n'y a aucun souci. Voilà, en dessous de 50 000 €, vous êtes en dynamique. Au-dessus, vous avez le choix de faire des profils équilibre ou prudents, même si le dynamique reste meilleur au-dessus de 50 000 € aussi. Tout à fait. Donc voilà, c'est possible à partir de 5 000 € pour une personne physique. Pour les personnes morales, la trésorerie d'entreprise, on est plutôt sur 100 000 € de trésorerie d'entreprise.
après à négocier en cas dérogatoire avec l'assureur. Mais c'est vrai que 100 000 euros, c'est déjà un beau montant. Mais sachez que d'autres assureurs, c'est 200 300 000 euros. Donc, voilà, on a déjà beaucoup négocié pour baisser l'accès. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Normalement, vous avez tous mes coordonnées. Je me permettrai peut-être de revenir vers vous. Et oui, voilà, il y a un chat. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, s'il y a des choses qu'il faut. Alors, placement en Suisse, intérêt, risque, hors taux de change. Alors, Christophe, est-ce que tu pourrais faire un petit laïus par rapport au fait de cette possibilité d'avoir des liquidités en Suisse par rapport au Luxembourg ou la France? Tout à fait. En fait, tout à fait. C'est l'intérêt en fait de placer de l'argent en Suisse, par exemple, ou Luxembourg, c'est aussi un peu pareil. C'est effectivement, enfin, souvent on fait ça pour essayer de se préserver des réglementations bancaires et de la fragilité du système financier, bancaire et assurantiel européen. Hein. Souvent, on va chercher des banques qu'on pense plus solides en Suisse. Enfin, je pense que c'est en général c'est ce qu'on cherche puisque il n'y a plus d'évasion fiscale. Hein, ça c'est terminé. C'est complètement fini maintenant, hein, y compris en Suisse. En Suisse, vous pouvez pas déposer 1 euro sur un compte sans avoir la traçabilité. C'est pareil au Luxembourg. Hein, c'est depuis 2012, tout ça est terminé. Donc voilà. Donc l'intérêt effectivement souvent c'est la fiscalité en plus ne change pas, hein, puisque si vous avez un placement en Suisse ou même dans n'importe quel pays du monde, si vous habitez en France, c'est la fiscalité française qui va s'appliquer sur tous les placements financiers. Hein. Donc il n'y a pas d'intérêt fiscal. Par contre, effectivement, souvent on va là-bas pour chercher des banques qui soient peut-être un peu plus protectrices, un peu plus solides, un peu plus rassurantes que ce qu'on peut trouver de notre côté. Hein, voilà. Ce qui se passe effectivement, il y a le taux de change, enfin le change effectivement, puisque naturellement, si vous êtes en Suisse, vous allez être libellé en francs suisses, qui va varier effectivement par rapport à l'euro. Bon, ça c'est voilà, ça va pas, on s'en fiche un peu. Enfin, je dis ça. Le taux de change, c'est pas tellement une problématique, enfin, sauf le coût hein, du change pour placer en Suisse. C'est pas tellement une problématique parce qu'en fait, le franc suisse n'est que la monnaie de mesure de la performance de vos actifs. Vous voyez, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous achetez après. Ce qui est important, c'est l'actif définitif. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous avez des euros, vous les changez en francs suisses, vous les placez dans une banque suisse sur un compte titre et vous achetez un fonds d'investissement d'actions américaines en dollars. Vous voyez, bien en fait, votre performance, que vous la mesurez en euros ou en francs suisses, ça sera la performance du dollar multipliée par la performance des actions américaines. Vous voyez, ce qui compte, donc le fait d'avoir le taux de change en soi, ça ne joue que si vous achetez vraiment des liquidités en Suisse, vous n'achetez pas d'autres actifs, vous mettez ça sur un compte chèque et vous attendez, ben là forcément vous aurez le taux de change à voir. Voilà. Globalement, moi je trouve que c'est pas tellement intéressant, pour tout vous dire, parce que ça a changé, hein, parce que vraiment le monde a changé. Hein. Et si vous voulez, pour plusieurs raisons, c'est que d'une part, effectivement, la Suisse, vous savez, a un énorme problème monétaire, c'est qu'elle est cernée par l'Europe et l'euro. Et en fait, aujourd'hui, si vous regardez en tout cas les deux plus grosses banques suisses, que sont Crédit Suisse et UBS, aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment du tout ce qu'on appellerait des banques solides. Hein. Si vous regardez vraiment ce qu'elles ont leur fonds propres, c'est extrêmement compliqué. Elles ne sont pas solides du tout. Elles sont énormes, hein, mais vraiment, c'est des géants au pied d'argile. C'est aujourd'hui une catastrophe. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la Suisse est cernée par l'euro. Et donc, vous avez plein de gens qui ont effectivement, depuis 2008 notamment, qui viennent d'Europe, des Allemands, des Grecs, des Français, qui ont ramené plein d'argent en Suisse, ce qui a fait monter énormément le franc suisse. Vous voyez, et ce qui a pénalisé énormément les industries suisses. Il ne faut pas oublier que la Suisse, ce n'est pas qu'un pays de banque, c'est aussi un très gros pays industriel, chimique, pharmaceutique, etc. Et quand la monnaie monte, ça pénalise ces industries. D'accord. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la BNS, la Banque centrale de Suisse, je vous raconte une histoire qui dure depuis 2008, hein, depuis la crise de Lehman Brothers, hein, depuis plus de 10 ans, la Banque centrale suisse, en fait, n'a pas arrêté de dépenser son argent. Donc, la Banque centrale, c'est la banque qui est censée assurer la stabilité du système financier de la Suisse. Hein. La Banque centrale suisse pour la Suisse, européenne pour l'Europe, la Fed pour les États-Unis. Hein, voilà. Et donc, c'est le garant de tout. Et en fait, la Banque centrale suisse n'a pas arrêté de dépenser toutes ces réserves. Donc, ils ont presque plus de réserves de change au niveau de la Banque centrale suisse. Ils sont vraiment comme ça, ils sont complètement exsangues pour justement compenser, empêcher que le franc suisse monte. Ouais, tout le monde voulait placer de son argent en Suisse, transformer de l'euro en franc suisse, le franc suisse montait, et la BNS, elle claquait ses réserves pour faire rebaisser le franc suisse, pour préserver l'industrie. Et en fait, aujourd'hui, même la BNS, la Banque nationale suisse,
est très fragile. Moi, j'ai assisté à une conférence, alors ça date de 7-8 ans, hein, mais j'ai assisté à une conférence à Genève où justement des membres de gouverneurs de la BNS étaient en train de réfléchir pour voir si c'était envisageable qu'une banque centrale, hein, on ne parle même pas de la banque commerciale, mais qu'une banque centrale ait des fonds propres négatifs. Oui, parce qu'ils n'avaient plus d'argent, et comment est-ce qu'ils pouvaient... Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, moi je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément une très bonne idée, parce que, alors après, si vous allez dans des petites banques cantonales, vous voyez, d'autres choses, ou des banques de gestion de fortune chez Mirabeau, etc., vous avez plutôt c'est plutôt solide, là, parce qu'ils ne font pas de crédit, hein, mais il y a un système financier qui n'est pas de très bonne qualité. En plus, si vous voulez, la Suisse, c'est assez étonnant, c'est assez contre-intuitif, mais la Suisse, en fait, pendant longtemps, a blanchi de l'argent, hein, disons les choses clairement, et donc ils avaient de l'argent qu'ils ne pouvaient pas sortir. Et donc en fait, ils sont assez mauvais en finance. C'est pas Londres, hein, la Suisse, hein, je vous assure. Londres, vous avez des vrais financiers, il y a des gens extraordinaires là-bas. Les Suisses, vous voyez, c'est très, très, très... Ils avaient une offre, ils ont des contrats avec des frais très, très chers, avec des tickets d'entrée très élevés. Il n'y a pas beaucoup de sociétés de gestion suisses qui brillent sur les marchés. Hein. Ouais. Même Julius Baer à l'époque, qui a un moment brillé, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. Et en fait, ils dormaient un peu sur cet argent, vous voyez. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont un peu en panique parce que ils se rendent compte qu'il faut qu'ils travaillent parce qu'ils sont même pas au niveau du Crédit Mutuel, vous voyez, ou d'une banque de détail en termes de services financiers. Vous voyez, ce qui est une réalité. Hein. D'ailleurs, récemment, l'année dernière, Crédit Suisse a fermé, littéralement fermé, tous leurs services des très très grandes fortunes, quoi, des plus de 50 millions. Ils ont viré tout le monde, ils ont viré tous leurs clients, ils ont viré, le Crédit Suisse fait pareil. Et ils sont en train de se réinventer. Il faut qu'ils réapprennent à faire de la finance. Ils n'ont pas vraiment de gérant. Vous voyez, ils ont plus des moquettes très épaisses avec des très beaux bureaux. Mais en réalité, c'est des contrats très chargés en frais, pas très intéressants. Voilà. Et en plus de ça, je rajoute le problème suisse, c'est que aujourd'hui, quand vous avez de l'argent en Suisse, vous avez un mal fou à le sortir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, la Suisse est cernée par toutes les banques, etc. Et dès que vous faites des virements de Suisse en France, alors si c'est habituel et que c'est des virements simples, ça va. Dès que c'est un petit peu important, vous avez des alertes rouges dans toutes les banques, toutes les vérifications qui sont là. Il y a plein d'opérations que vous ne pouvez pas faire à partir de la Suisse. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la Suisse est un peu un îlot enfermé dans une situation, en fait, en réalité assez inconfortable. Et c'est pour ça que c'est vrai que nous, on aime beaucoup le Luxembourg, parce que le Luxembourg, contrairement à... C'est un petit Londres, hein, en fait. Hein. Vraiment, il y a une expertise financière qui est véritable. Il y a vraiment toutes les grandes sociétés de gestion américaines ont créé leurs fonds en Suisse, au Luxembourg, pardon, pas en Suisse, hein, c'est pas pour rien. Vous avez vraiment une vraie expertise financière, comme c'est dans la zone euro. Il n'y a aucun problème pour faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut à partir du Luxembourg. Le système financier luxembourgeois est, lui, réellement extrêmement solide. C'est d'ailleurs pour ça que l'État luxembourgeois se paye le luxe d'assurer sans aucune limite de montant tous les avoirs en assurance, hein, pas en banque, mais en assurance luxembourgeoise. Donc nous, on est plutôt Luxembourg, vous l'aurez compris, mais c'est vraiment pas par... voilà. C'est vrai que la Suisse, ça a bien changé en 10 ans. Quoi. Voilà. Une autre question. Tu parlais d'acheter le Dow Jones du fait de rendements plus élevés, mais ces mêmes rendements ne risquent-ils pas d'être impactés par la hausse des taux, impact sur les investissements et l'inflation des matières premières ? Si, absolument, bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Hein. Ce qu'il faut retenir sur ce que j'ai dit, c'est que quand les taux montent, tout baisse. C'est pas compliqué. Hein. Les placements sans risque, les obligations, mais aussi les placements à risque, les actions, et toutes les actions baissent. Oui, c'est pas compliqué, tout baisse. Voilà. Par contre, si vous voulez, faut bien comprendre pourquoi les choses baissent. C'est-à-dire que alors voilà. Donc première chose, c'est ça, tout baisse. Hein. Donc même les actions du Dow Jones, d'ailleurs le Dow Jones c'est à moins 17, moins 18, je pense, ou moins 20 même depuis le début de l'année, je ne sais plus ces derniers jours. Voilà. Donc ça baisse effectivement. Et vous avez complètement raison sur les matières premières, évidemment. Les ruptures des chaînes d'approvisionnement, les hausses des matières premières sont des problèmes pour l'industrie. Et ça, évidemment, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et la grosse question qui se pose, effectivement, par rapport à ces problèmes de matières premières et de l'industrie, c'est quelles seront les sociétés industrielles qui vont être en mesure de répercuter ces hausses de matières premières sur les prix. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous parlez du Dow Jones aux États-Unis, les salaires, ils augmentent aussi. Vous voyez ? Donc, effectivement, l'industrie va être pénalisée par la hausse des matières premières, c'est clair, mais les clients, ils ont de plus en plus d'argent parce que les salaires continuent d'augmenter fortement aux États-Unis. Hein. Et donc, donc, la demande est plus solvable. Et donc, il y a certaines entreprises qui vont être en mesure de répercuter ces hausses de prix de production, si vous voulez, sur le prix final, pour préserver leur marge et pour le vendre à un investisseur, à un consommateur qui est très historiquement solvable aujourd'hui, hein, parce que l'argent a été distribué. Donc il y a une grosse question de savoir de quelle société on parle. Hein. Il y a des sociétés qui vont être en mesure d'avoir ce pricing power et de reporter la hausse de ces coûts sur le
sur leur prix et donc sans perte de marge. Et puis il y a des sociétés qui n'y arriveront pas parce que selon les marchés, il y a des offres qui sont, il y a des demandes qui sont élastiques au prix, comme on dit, ou inélastiques au prix. Et donc là, effectivement, vous allez voir d'entreprise en entreprise, de secteur en secteur, des performances très différentes en fait. Donc ça, c'est pour la réponse générale. Et par contre, effectivement, il y a les taux d'intérêt. Et vous avez raison, naturellement, si les taux montent, globalement, ça fait tout baisser, on est d'accord. Voilà. Par contre, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, si vous achetez, alors aujourd'hui, ça a beaucoup baissé, donc ça a beaucoup changé, mais avant, on va dire en septembre l'année dernière, quand on était au plus haut sur le Nasdaq, si vous achetez le Nasdaq ou des techs, ou vous voyez des techs du Nasdaq, vous aviez des rendements qui étaient très très faibles parce qu'on pariait sur des croissances phénoménales, etc. Vous voyez, et vous aviez des rendements dividendes distribués qui étaient de l'ordre de 1%, et encore, des fois, il n'y avait rien, vous voyez, et vous aviez 1% de rendement, d'accord, voilà, avec un risque action, avec le risque que ça ne se passe pas comme prévu, etc. Et là, l'idée, et ce qui se passe, c'est que, et pourquoi les gens se ruaient là-dessus? Parce que si vous achetiez des bons du Trésor américain, en fait, vous aviez un rendement qui était pas assez intéressant pour, vous voyez, par rapport à ça. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les rendements des placements sans risque américains, donc le bon du Trésor, l'achat d'obligations américaines, ou les rendements, les comptes épargne américains, qui sont rémunérés aujourd'hui au taux obligataire, aujourd'hui, ils rapportent 3 à 4%, vous voyez, sans risque, sans aucun risque, dans une monnaie qui est une des monnaies les plus solides au monde, le dollar, d'accord? Et donc là, vous avez plein de gens qui se disent, mais ça vaut plus la peine de prendre du risque pour gagner 1%, au risque que ça se casse la gueule si jamais les business models qui sont très ambitieux ne se réalisent pas. Moi, je ne vais plus acheter du Nasdaq, ça ne m'intéresse pas parce que là, maintenant, j'ai une autre opportunité qui me permet d'acheter du 3-4% avec un risque quasi nul. Et donc, à ce moment-là, je retire mon argent de là-haut et je vais sur ces placements monétaires. D'accord? Donc, en fait, ce qui fait la hausse des taux, si vous voulez, c'est ce qui va renchérir, augmenter le rendement des placements sans risque. Et donc, tous les placements tendus à forte valorisation et à très faible rendement vont s'en prendre plein la figure. Et c'est ce qui se passe. Le Nasdaq s'écroule complètement parce que 1%, c'est pas assez vis-à-vis des placements de 4%. D'accord, de rendement sans risque. D'accord. Donc, il faut toujours comparer au rendement sans risque. Par contre, si vous regardez les rendements des sociétés globalement, il faut faire le tri évidemment, mais si vous regardez les rendements généraux des sociétés industrielles aujourd'hui aux États-Unis, les sociétés industrielles aujourd'hui sont tellement abandonnées, oubliées depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, en Europe c'est pareil. Aujourd'hui sur le CAC 40, vous avez Hermès, alors qu'ils s'en prend plein la tête en ce moment, mais vous avez les valeurs du luxe, les LVMH, et ce que tout le monde achète, que tout le monde connaît, qui caracolent en tête, et vous avez Total qui est au plancher depuis 8 ans, alors que c'est une société extraordinaire. Vous voyez. Et donc voilà. Donc l'idée c'est qu'il faut comparer le rendement qu'ils distribuent au rendement sans risque. Et donc la tech, ça distribue 1% par rapport à 4%, ça ne marche pas. Bing, ok. Et par contre, les industries qui sont complètement oubliées, qui sont à des valorisations très très basses et qui distribuent pour certaines d'entre elles du 10-15%, ça se trouve, sur des industries solides, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs qui les achètent, parce que tout le monde préfère aller jouer la croissance forte du Nasdaq, de la tech. En fait, ces sociétés qui distribuent 15%. Si vous voulez, si les taux sans risque passent à 4%, les gens vont se dire, vous voyez que le spread de taux, l'écart de taux est suffisamment important pour que vous soyez payé de votre risque à garder l'action. Et donc, en fait, vous allez beaucoup moins vendre ces actions-là parce qu'ils ont des rendements qui vous permettent de dépasser ces rendements-là avec un risque, avec un rendement suffisant pour couvrir votre risque action. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si vous regardez, je peux peut-être les trouver, je les ai là, mais si vous regardez depuis le début de l'année, vous avez effectivement... attendez... Voilà, ici, vous avez Alors, voilà, c'est là. Vous avez aujourd'hui le Nasdaq, ça a remonté un peu ces derniers jours, donc il est à moins 28,70% à l'instant où je vous parle. Donc le Nasdaq, vous voyez les techs qui se sont écroulés, qui ont perdu presque 30% pour aller vite. Et vous avez le Dow Jones, qui est plus la partie industrielle, effectivement, qui n'a baissé que, ils ont baissé, mais ils ont baissé que de 14%, vous voyez, depuis le début de l'année. Et c'est ce qui explique justement ce grand retournement des investisseurs qui, en fait, vont quitter très fortement, et c'est pour ça que les valeurs tech baissent beaucoup plus que tout le reste, d'accord, baissent plus brutalement, et le Dow Jones baisse moins, vous voyez, voilà. Et mais il baisse quand même, et donc après, on peut faire des produits où on joue la différence des deux, et puis surtout, on peut attendre le moment où, effectivement, cette correction de valeur sera arrivée à un bon prix pour les actions et où on repartira comme en 40. Mais effectivement, je pense que si les taux d'inflation, les taux d'emprunt restent
les taux d'inflation restent durablement élevés, ce qui est vraiment notre scénario, tant qu'en tout cas on a les politiques vertes, vous voyez, de remplacement d'énergie, etc., climat, tout ça, l'inflation ne va pas chuter. Eh bien, je pense que le Nasdaq se relèvera pas, en tout cas pas du tout au niveau où ils étaient avant, alors qu'effectivement il y a probablement beaucoup de choses à gagner sur le Dow Jones, parce que des rendements à 15 avec des rendements à 4, on les achète, nous on est ravis de les acheter, quoi. Donc c'est pour ça. Donc on dit effectivement, en fait, je vous dis pas que ça va faire des trajectoires complètement inverses, même si c'est tout à fait possible à partir d'un certain moment. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que la pression baissière est très forte sur les actifs qui ont bénéficié de la hausse des taux pendant les 20 dernières années, et elle est beaucoup moins forte sur les actifs oubliés, quoi. Vous voyez, voilà. Et je pense que ça va se poursuivre. Et à mon avis, dans la décennie qui vient, avec l'inflation qu'on va avoir, on va voir qu'au contraire, les actifs industriels, par exemple, vont redevenir très attractifs, et les actifs qui sont très fortement endettés, qui parient sur des très fortes croissances et qui ont peu de rendement, dans un monde inflationniste, à mon avis, voilà. Donc ils vont remonter, mais ils remonteront pas, probablement pas au niveau où ils étaient avant, certainement pas. Et voilà, donc il y a une correction, ça va rebondir. Voilà. En tout cas, voilà, on dit juste qu'il y a plus de résistance et probablement plus de perspectives de gains à l'avenir. Christophe, une dernière question et après on va peut-être clôturer pour libérer les gens. Concrètement, est-ce que tu as une idée de timing de recovery, ou voilà, est-ce que tu penses qu'avant l'été, il faut avoir pris une position en assurance vie en contre képi? Est-ce qu'il faut attendre la fin de l'année? Est-ce qu'on attend le 4e trimestre? Quel est, d'après toi, comment est-ce que tu sens la reprise entre guillemets? Alors, je sens rien du tout, qu'on soit clair. C'est pas particulier au moment qu'on traverse, hein, c'est vraiment tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une chose que j'ai appris en 15 ans de métier, voilà, c'est que 20 ans d'expérience, même 15 ans de métier dans le groupe 15, bientôt 15 l'année prochaine, ça fait 14 ans là. C'est que l'avenir est imprévisible, si vous voulez, c'est ça qui est compliqué. Et effectivement, en plus, vu les décisions, les événements qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus importants, on a des chocs sur les marchés qui sont de plus en plus importants. Donc l'avenir est complètement imprévisible à court terme. Je n'ai aucune date, rien du tout, mais je n'en ai jamais eu. Hein. Voilà, vous m'auriez posé cette question à n'importe quel moment, je n'en ai jamais eu. Donc j'ai pas de date parce que c'est imprévisible, on ne sait pas. Mais ça peut aller très très vite, comme ça peut durer un peu plus longtemps, comme ça peut avoir. Par contre, donc je n'ai pas de date, je ne peux pas répondre à cette question, d'accord, sur la date. Par contre, ce qu'on sait, si vous voulez, donc c'est pour vous dire qu'à court terme, si vous voulez, voilà. Par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, en gros, quand les marchés et les valorisations sont basses par rapport aux résultats des entreprises, c'est des moments où il faut acheter. Ça peut continuer à secouer, mais c'est des moments où ça vaut le coup de prendre des positions et de tenir, de les tenir. Ça peut continuer à secouer. On n'achète jamais au plus bas, puisqu'on ne sait pas quand c'est. Hein. Donc, si vous avez quelqu'un qui peut me le dire, ça m'intéresse, mais personne ne le sait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que méthodiquement, quand on est plutôt sur des cours très hauts, si vous voulez, ça vaut le coup de sortir un peu. Nous, c'est ce qu'on fait périodiquement. Et puis, quand ça se casse la figure, quand c'est bas, ça vaut le coup d'acheter. On ne sait pas le temps que la recovery va mettre à prendre. Ça peut aller très vite. Le Covid, c'était très rapide. Hein. Le Covid, nous, on a perdu 30%, si vous voulez, sur nos portefeuilles en 15 jours en mars 2020, donc c'est parce que c'était une secousse absolument gigantesque. Dans l'année, on a rattrapé tout ça et on a terminé à presque plus 10%. Vous voyez, donc ça peut être très rapide si les événements se calment. Vous voyez, demain, il y a un accord avec la Russie, l'OTAN arrête d'essayer de généraliser la guerre, d'entraîner plein d'autres pays dans la guerre avec l'Ukraine. J'en sais rien, vous voyez, ça peut changer la donne très très rapidement et les choses peuvent tout à fait revenir très rapidement. Donc, j'ai pas de date, mais par contre, nous, ce qu'on sait, c'est que méthodiquement, quand on a des baisses de marché qui sont très très fortes. Hein. On n'en parle pas trop à la télé parce qu'ils parlent tout le temps de l'Ukraine, mais c'est des chiffres historiques. Hein. Moins 23% pour le Standard & Poor's, donc c'est le plus gros indice américain. C'est jamais arrivé depuis 35 ans. Quoi. C'est des gros marchés qui perdent 25% en 5 mois. C'est juste énorme. Vous voyez. Et donc, ce qu'on sait, c'est que quand il y a des baisses comme ça, il faut acheter. Et après, on ne sait pas si ça mettra 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça va dépendre des événements, mais vous sécurisez votre achat en fait à un bon prix, voilà, et qui fait que vous allez pouvoir profiter du rebond, de la croissance, du retour de la. Vous voyez, sachant que là on arrive comme sur des niveaux où il n'y a pas besoin que tout redevienne à la croissance, que la guerre en Ukraine se termine. C'est tellement pas cher aujourd'hui que, aujourd'hui, on attend encore un tout petit peu avant de se réexposer, mais on va vraiment commencer à regarder ça cet été. Mais on est vraiment sur des moments où il faut vraiment regarder les marchés. Quoi. En fait, pour vous dire, il y a une très belle, un très beau proverbe de Warren Buffett, vous savez, qui est un investisseur assez magistral, bien connu voilà, aux États-Unis, qui a commencé en étant étudiant et aujourd'hui qui gère un fonds qui est absolument phénoménal. Et Warren Buffett, qui est un grand sage des marchés financiers, faisait plein de proverbes. Hein, voilà, et il avait
des proverbes qui sont parfois croustillants. Hein. Et il avait un proverbe notamment pour la question qui nous occupe. Il disait, en fait, vous savez, en fait, l'investisseur en bourse est comme le promeneur qui promène son chien dans un parc au bout d'une laisse. D'accord? Vous imaginez la scène. Vous êtes en train de promener votre chien au bout d'une laisse. Et Warren Buffett dit, vous pourrez utiliser toute l'intelligence du monde, artificielle ou pas, tous les ordinateurs du monde, vous pourrez les faire travailler, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. En fait, vous ne pourrez pas savoir si, dans 5 secondes, le chien sera devant le maître, derrière le maître, à gauche du maître ou à droite du maître. D'accord? Puisque le chien court partout, il saute, il se marre, il y a des trucs, et c'est complètement imprévisible. D'accord? Et Warren Buffett dit, par contre, vous avez une certitude, c'est que le chien sera avec son maître au bout du chemin. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à la fin, c'est la vérité. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça, les marchés financiers, c'est qu'à court terme, c'est toujours imprévisible. On ne sait pas demain, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, peut-être qu'on va faire plus 10 la semaine prochaine, peut-être qu'on va faire moins 10, peut-être que impossible de savoir ça, vous voyez. Le chien, il court partout, vous voyez, à court terme, ça se balade partout. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on est discipliné et quand on prend des achats à des moments où, effectivement, il faut acheter au son du canon, hein, à des moments où les valorisations sont très basses, et puis là, on commence vraiment à y arriver, on fait de très bonnes affaires. Il faut avoir un horizon de temps un peu loin, parce qu'au bout du chemin, on sait comment ça va se finir, mais voilà, le chemin, il peut être court ou pas, ça, on ne sait pas, voilà, savoir. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on gère des placements avec un horizon de temps. Il faut mettre chez nous, il faut pas mettre chez nous de l'argent dont vous avez besoin dans 6 mois, c'est trop dangereux, c'est pas bien. Idéalement, il faut mettre chez nous plutôt des fonds que vous pensez ne pas avoir besoin d'utiliser pendant 2 ans, 3 ans, vous voyez, sachant que tout est disponible quand même, hein, en cas d'imprévu, hein, chez nous, il n'y a pas de problème, puisque justement, on n'a que des actifs qu'on peut vendre en 24 heures, hein, nous, on veut pouvoir réallouer tous les portefeuilles très rapidement, mais c'est de l'épargne moyen terme, quoi, chez nous, voilà. Et effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt, là, on arrive voilà, c'est des moments ça vaut le coup de mettre un profit. Nous, c'est ce qu'on fait sur des portefeuilles. Hein. Nous, on baisse de moins 8, un truc comme ça, moins 9, là, voilà. Depuis le début de l'année, les marchés sont vous voyez, les marchés américains sont entre moins 18 et moins 30, vous voyez. Donc, on a réussi à baisser moins, vous voyez, puis on a beaucoup de cash en portefeuille, on regarde ce qui se passe et on est prêt à réinvestir pour racheter ces valeurs qui se sont cassées la figure, dès qu'on pensera que ce sera le moment, et on y pense, on regarde les marchés tous les jours pour trouver ces moments-là. Et en fait, après, je ne peux pas vous dire si ça prendra 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 10 mois, 2 ans, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Par contre, je sais qu'on ne se trompe jamais, à acheter quand c'est pas cher. C'est pas compliqué, en fait. Vous voyez, voilà. Mais c'est pour ça que c'est de l'épargne de long terme. Et voilà. Mais il est certain que les corrections de marché qu'on a aujourd'hui vont donner des opportunités importantes. Très bien. J'en profite pour rebondir. Oui, il faut vraiment préciser que sur du 1 an, 2 ans, c'est pas l'idée de ce que fait Groupe 15 et c'est pas dans l'idée de ce que j'ai envie que fassent mes clients. C'est vraiment 2, 3, 4, voire plus si vous avez plus de raisons de placement devant vous. Investir en 2022 pour potentiellement ressortir en 2023 alors que les marchés sont hyper chaotiques si on finit une année comme on a commencé, clairement, c'est une certitude de perte, il n'y a rien à redire. Donc vraiment, il faut aussi... C'est pas une certitude du tout, mais c'est une possibilité. Et que ce soit dans le contexte aujourd'hui ou avant, effectivement, nous on a besoin, enfin, pour raisonnablement avoir des chances de vous faire gagner de l'argent, il nous faut 2 ans minimum, quoi. Voilà, ça, c'est sûr. J'insiste vraiment parce que j'ai eu des petits aléas avec certains clients et c'est vraiment très, très important d'avoir du temps devant vous pour pouvoir laisser le temps à Groupe 15 de faire son job. Sinon, vraiment, enfin, ce ne sera pas intéressant pour vous. Donc voilà. On travaille sur le long terme. C'est ça. On va clôturer ce soir. Merci beaucoup pour votre attention. On a fait 1h30, on voulait faire 1 heure, donc désolé. Mais en tout cas, merci d'avoir été présent. Au plaisir d'échanger avec vous. Et je me permettrai éventuellement de revenir vers chacun d'entre vous pour discuter un petit peu de cette discussion et de cet échange. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Christophe. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dorothée et merci à tous.